Voilà, Robin, Lionel et Jean-François, voilà pour le débat de midi. Ça pourrait être un titre d'émission. On a commencé cette matinée avec Robin Coulet de Society, une entreprise du groupe Citadel. Nous avons poursuivi avec Lionel Cherpin d'Empiric, une agence de marketing digital spécialisée en SEO, paid media et analytics. Et nous venons d'échanger avec Jean-François Longy qui nous a parlé d'hyperlinker. Voilà, alors pour lancer ce débat sur les métiers et savoir toujours ce sujet de savoir si on va tous s'arrêter de travailler parce que l'IA vont prendre le relais. Je vais vous lancer sur le sujet parce que Bill Gates, il y a pas très longtemps, là, il était dans une émission du soir, le Tonight Show de Jimmy Fallon, et lui, il pense que bientôt, en automatisant tout, la semaine de travail, elle fera plus que 2 jours. Donc, on va inverser, ce sera plus le week-end 2 jours et 5 jours de travail, on va être complètement inversé. Et le fait que tout puisse être automatisé va complètement libérer le temps de travail. Donc, le travail, ça va signifier autre chose. Est-ce que vous partagez, vous, la vision de ce milliardaire il voit la fin du travail humain à 2035. Qui veut Alors, moi j'ai 2 réponses. C'est le gars à côté qui vend les baby-foot. Il va avoir beaucoup de... Tu fais bien ça com, je trouve. Oui, j'allais dire lui, le couvreur, le jardinier, ils vont continuer à travailler. Là, on parle des métiers de la com. Effectivement, moi, j'ai parlé de remplacement. Donc, je ne sais pas si c'est le bon terme et c'est positif, mais il y a une disparition de beaucoup de tâches qui fait qu'il y a besoin de moins de temps pour faire beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas si c'est positif, par contre, parce que là, c'est présenté en mode positif. Il y aura 2 jours, mais en fait, le reste des jours qui ne seront pas, on va dire, utilisés, comment ils vont être, qu'est-ce que ça va devenir? Je ne sais pas si c'est ça. En tout cas, dans les métiers qui sont les nôtres, qui sont les vôtres, il y a un impact qui est très fort de ces robots. Après, peut-être que conducteurs de taxi seront aussi concernés par les robots taxis, mais je ne suis pas sûr que ça soit le cas chez tout le monde. Et pour le marchand de baby-foot à côté, ça fera peut-être plus de temps pour jouer au baby-foot, mais je ne suis pas sûr que ça soit gagné. Robin, toi, sur cette prédiction, est-ce que tu penses qu'elle est réaliste ou que c'est un petit peu des promesses pour attirer l'attention des médias Oui, je pense qu'il y a relayer un petit peu le... Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Honnêtement, je ne m'engagerai pas dans une prédiction de ce type-là. J'en sais rien, personne n'en sait rien. Bill Gates, autant Bill Gates qu'il soit, il n'en sait rien non plus. Ce qui est certain aujourd'hui, ce qu'on peut se dire, c'est qu'effectivement, le secteur tertiaire est touché totalement, tout comme l'industrie a été touchée et l'agriculteur ont été touchés aussi. Donc voilà, on est dans cette taylorisation des cols blancs, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et tous les gens qui produisent du contenu, qu'ils soient consultants ou qu'ils soient avocats ou comptables, enfin tous les gens qui font des PowerPoint et des mails sont concernés. Ça, c'est évident. Maintenant, la question qui se pose, c'est, en effet, on est plus efficace et on gagne du temps. Qu'est-ce que ça change à notre métier? Moi, je vois au niveau du groupe Citadel, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, en fait, au fond, ça renforce finalement ce qu'est notre métier, parce que notre métier, avant toute chose, c'est d'être des créatifs et de prendre soin de nos clients. Et ça, ce n'est pas parce qu'on produit plus vite des PowerPoint ou parce qu'on fait plus vite des campagnes qu'on est créatif ou qu'on s'occupe bien de nos clients. Donc, le temps à gagner, il est là. Mais c'est facile quand on est une agence de communication parce qu'en effet, notre métier, on peut se dire, du coup, le temps gagné, on va mieux l'utiliser, être encore meilleur et encore plus créatif et prendre plus soin de nos collègues et s'occuper correctement de nos clients et d'améliorer la relation client. Pour nous, en tant qu'agence de communication, c'est le cas. C'est sans doute le cas avec un comptable, c'est sans doute le cas avec un avocat, parce qu'eux aussi, cette garantie humaine, ils en ont besoin. Moi, je fais des bilans comptables sur ChatGPT pour voir ce que ça donne. Mais à un moment donné, je ne suis pas fou et j'ai quand même besoin d'avoir quelqu'un qui vienne me dire « Attends, ça, au lieu de le faire comme ça, tu le feras comme ça. » Et cette expertise-là, elle ne va pas s'échapper. Donc, oui, il y a de l'automatisation. Oui, il y a du temps qui est gagné. Oui,
on passe moins de temps à faire des trucs qui étaient inutiles. Et donc, posons-nous la question de ce qui fait sens dans notre métier et en quoi être humain devient important. Parce qu'on a peut-être un peu oublié aussi, hein. Honnêtement, quand on avait des armées de salariés ou de stagiaires qui passaient leur temps à faire des reportings, est-ce que ça avait vraiment du sens, en vérité? Donc voilà, donc tout ça change en effet, quoi. Il y a la phrase célèbre où quelqu'un visite une entreprise, il dit « Oh là là, mais vous êtes nombreux ici, il y a combien de personnes qui travaillent ?» Et le patron répond bah, « Environ la moitié. » Donc, en revanche, c'est ce qu'on ne peut pas se demander si, j'ai lu plusieurs articles sur le sujet, c'est si l'IA va faire disparaître les postes de junior, en fait. Parce que, un poste de junior, il a besoin d'acquérir de l'expérience, mais justement, on va lui déléguer des tâches qui peut-être aujourd'hui peuvent être réalisées par l'IA plus facilement, sans qu'on ait à lui réexpliquer le contexte, etc. Est-ce que, au moins de ce point de vue-là, dans vos entreprises d'ailleurs, est-ce que c'est pas un sujet qui se pose de se dire on va plutôt former les gens qui sont déjà embarqués avec nous plutôt que d'embaucher des juniors qu'on va devoir former? Et pour prendre un exemple de centre de foot, enfin d'équipe de foot, on ne va pas être le centre de formation pour que 18 mois plus tard, ils aillent ailleurs, quoi, en fait. Et qu'on ait passé du temps à former quelqu'un qui poursuit son parcours professionnel ailleurs. Ouais, j'enchaîne et après je vous laisse la parole juste parce qu'effectivement, on se pose cette question. Donc, nous, on a mis en place un plan de formation et on a créé une académie qui vise justement à ce que déjà on soit meilleur sur l'IA, mais aussi qu'on soit meilleur sur le conseil. Et tout l'enjeu, il est en effet de faire que être bon en conseil, ça va être expérimenté quand même, voilà, d'une certaine manière d'avoir un peu de seniorité. Mais ça s'acquiert aussi, cette montée en compétence sur le conseil. Donc oui, il y a cet enjeu qui est aussi de sortir du côté très opérationnel et de tous monter sur les aspects les plus stratégiques et la plus forte valeur ajoutée. Donc ça s'accompagne, hein. On a de la formation, on a tout un plan de formation sur nos salariés, notamment les plus juniors, pour qu'ils arrivent justement à suivre cette évolution. Donc voilà, nous, ce qu'on fait de notre côté. Peut-être Lionel, sur cet aspect, parce que quelqu'un dans le chat me dit, ou plutôt les seniors qui sont plus coûteux. Au final, si je dois choisir un junior, forcément, il est en début de carrière et un senior, En fait, je pense que c'est pas une question de junior ou senior, c'est une question d'appétence et d'avoir envie d'exploiter l'IA au quotidien. Et ça, c'est pas une question d'âge. J'ai même envie de dire que les juniors sont peut-être un peu moins réticents au changement, alors que quand on a 45, 50 ans et qu'on a envisagé sa carrière d'une certaine façon, peut-être difficile de changer radicalement sa posture. Donc voilà, pour moi, la question, elle ne se pose pas par rapport aux juniors. La question, voilà, c'est surtout l'appétence pour le sujet et pas d'avoir de réticence ou de ne pas avoir peur de considérer ça comme du remplacement. Moi, j'ai tendance à dire que moi, ce qui me rend complètement dingue à titre perso par rapport à l'IA, c'est que des fois, je me dis, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence humaine augmentée. Je me sens plus intelligent avec les IA parce qu'elles me fournissent plus d'informations. Quand on veut écrire un article, rédiger un post ou même rechercher une information, on a une information qui est très rapidement mise à disposition. Voilà. Donc la question derrière, c'est la valeur de l'humain, c'est finalement la valeur toujours de la créativité, c'est d'être capable de se poser ces questions-là pour utiliser les bons outils. Et ce qui est certain, c'est que l'IA, finalement, elle va contribuer à mettre moins de valeur dans le faire. Quand je dis faire, c'est écrire, assembler des mots les uns à côté des autres, créer des vidéos. Par contre, la valeur, c'est en amont, c'est dans la créativité et dans la capacité à nourrir les IA. J'avais une discussion la semaine dernière avec le patron d'une école à Lyon et je lui disais que pour moi, il était important qu'ils stimulent la créativité de leurs étudiants, que ça va devenir une compétence clé justement pour bien exploiter les IA. Jean-François, qu'est-ce que tu en penses, toi, qui parlais dans ta présentation de remplacement?
Non, ça va rien bousculer du tout dans le marché de l'emploi, dans les profils que les entreprises vont recruter? Bah, moi, je reste sur ma position. Je ne sais pas si ça va changer les profils, mais en tout cas, ça va diminuer de façon drastique le nombre de ressources qui sont nécessaires parce qu'effectivement, il y a beaucoup de tâches qui n'ont plus lieu d'être. On parlait de bullshit jobs avant. Tout un bouquin là-dessus. Bah, ces jobs, ils n'ont plus lieu d'être parce qu'il y a une machine qui les fait aussi bien qu'eux, pardon. Donc, je ne sais pas, mais je pense que ça va. Il y a certains métiers, dans mon poste, de façon un peu provocatrice et stupide, je disais ça va laisser beaucoup de temps pour le maraîchage bio pour les marketeurs. Donc, il y a des métiers qui vont diminuer en nombre, en valeur et qui vont laisser les gens faire d'autres choses. C'est le propre des révolutions. Je voulais en parler, mais j'ai trop parlé au début. Mais les agriculteurs sont fait virer des champs par les tracteurs, les ouvriers sont fait virer des usines par les robots et les marketeurs se font virer par des robots. C'est le sens de l'histoire. En fait, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est positif, mais c'est le sens de l'histoire industrielle. Et on arrive à ce truc-là, on pensait que ce n'était pas possible, mais si, en fait, on y est et ça va beaucoup plus vite que les révolutions précédentes. Donc, il y a toujours ce que je disais, il y a toujours des gens qui se débattent en public en disant non, mais jamais on sera remplacé par une machine. Je dis non, mais c'est déjà le cas. Et puis, il faut sortir, monsieur. La question, alors effectivement, tu parles des autres révolutions, la machine à vapeur, l'imprimerie. Effectivement, alors déjà, aujourd'hui, c'est quand même la première révolution qui impacte les cols blancs, alors qu'historiquement, c'est plutôt les cols bleus. Donc, ça va revaloriser les métiers manuels. Ça, c'est certain. Après, la question, c'est sur les métiers du service, qu'au-delà du marketing, la question, elle concerne aussi les experts comptables, les avocats. C'est ce temps libéré. Est-ce qu'il va être utilisé pour ses loisirs ou est-ce que finalement, ce temps libéré, il va être consacré à faire d'autres choses dans les entreprises, à déplacer la valeur? Et comme le disait Robin, finalement, de passer plus de temps à bien s'occuper des clients. Dans ma présentation, je disais, on va passer plus de temps à analyser les données, à prendre des décisions et à déployer des actions que de passer un temps dingue à essayer déjà de réconcilier. Donc, je pense que la valeur va se déplacer et que finalement, les métiers vont évoluer. Et par contre, ceux qui risquent de rester sur le carreau, c'est ceux dont le quotidien, l'état d'esprit, c'est de faire des choses et qui n'ont pas forcément envie de prendre cette mutation sur le conseil, sur la prise de hauteur, sur la stimulation de créativité. Je pense que c'est peut-être à ce niveau-là qu'il pourrait y avoir un grand remplacement. On pourrait parler de métier intermédiaire. Alors, je ne sais pas si le terme est bon, mais j'allais dire métier intermédiaire. Je parlais de bullshit job, métier intermédiaire, c'est cuisant, je pense. Ça va être très cuisant. Sur l'IA, il y a régulièrement des études qui sortent de cabinets RH qui disent voilà les 10 métiers ou les 5 métiers de l'IA qui vont recruter l'année prochaine ou cette année. Je vous en cite quelques-uns parce qu'il suffit de taper, de regarder. Il y a plein de sites qui proposent ça, d'études. Moi, j'en ai trouvé un qui dit en numéro 1 des 10 métiers de l'IA qui recrutent le plus en 2025, data scientist. Deuxièmement, ingénieur en intelligence artificielle. Troisièmement, architecte big data. Quatrièmement, développeur web. Cinquièmement, cogniticien. Bon, je ne poursuis pas. Si je me rappelle de ta présentation, Lionel, data scientist, avec un outil comme le tien, avec un petit peu de formation, avec un peu de dextérité, on va devenir data scientist assez rapidement, non? Alors, moi, je parlais plutôt de data analyst. Analyste. Ouais, ce qui est un peu différent de data scientist. Data scientist, il y a quand même beaucoup on fait de la prédiction. Donc, pour moi, c'est un métier encore préservé. Moi, ma présentation, c'était effectivement sur le métier de data analyst qui consiste à aller interroger la donnée, la manipuler, la visualiser. Par contre, le déplacement de valeur, il va être très fort sur la collecte de données. C'est déjà un métier qui existe, le tracking, et la structuration, la mise à disposition de cette donnée pour qu'elle soit fiable et qu'elle restitue des résultats en temps réel. Donc, les métiers de data ingénieur, par exemple,
c'est des métiers sur lesquels, comme la cybersécurité, c'est des métiers où il y a du job pour les 500 prochaines années, je pense. Mais on parlait beaucoup ces dernières années de problèmes de recrutement de développeurs web. Est-ce que là, on n'a pas une des clés pour justement créer des sites en ayant cette prothèse, en ayant cette assistance de d'IA? Donc, est-ce que les écoles de développeurs web ont encore beaucoup d'avenir? C'est la même question que est-ce qu'il faut encore apprendre l'anglais? C'est la même question. Disons que de toute façon, il va falloir être expert. Pour utiliser l'IA, moi je vous mets au défi d'utiliser l'IA sur des sujets que vous ne maîtrisez pas, vous allez être très mauvais, très 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 mauvais. Donc de toute façon, il va falloir avoir une expertise. Donc oui, il y aura encore besoin de codeurs, mais la vraie question dans le monde du travail qui s'impose, c'est qu'aujourd'hui, on pensait être des humains surpuissants et pouvoir tout faire par nous-mêmes et être des sachants et tout maîtriser. Mais on se rend compte qu'on a des compétences extra-humaines qui existent et avec lesquelles il va falloir travailler. Et ceux qui arriveront le mieux à travailler, à dialoguer avec la machine seront finalement les salariés les plus performants, quoi. Donc, c'est ça qu'il faut inventer, c'est cette relation de travail qui n'a jamais été imaginée. D'apprentissage aussi, comment à l'école j'apprends avec une IA, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas comprendre l'anglais, plus lire de livres, etc. Non, et au contraire, il faut être encore plus pertinent dans sa tête, quoi. Non, mais on peut se dire, pour prendre l'exemple de l'anglais, qu'effectivement, je peux peut-être demain avoir une oreillette qui me traduit en italien ou en mandarin, ce que me dit mon interlocuteur sans avoir eu à l'apprendre et à faire des. Mais moi, j'en rêve. Je rêve de ça. Ça m'ouvre des nouveaux marchés. Je suis une quiche en anglais. Ok, maintenant, je vais pouvoir aller chercher des stratégies sur les médias sociaux sur 5 langues. On pourra le faire. Mais si, dans mes équipes, on se contente de ça, on sera tout aussi médiocre que les autres. C'est tout. Donc voilà, ça me permettra de faire une visio et de passer moins pour un débile. C'est tout. Mais pas plus que ça. Pour compléter, je suis complètement d'accord. La notion de faire, encore une fois, donc faire des contenus, faire des posts, faire un tableau de bord, faire du développement, pisser du code, comme on dit vulgairement, effectivement, c'est quelque chose qui perd un peu de valeur avec l'IA, mais par contre, c'est pas que ça le métier de développeur. Le métier de réfléchir au langage, réfléchir au cas d'usage, être capable effectivement de comprendre derrière ce que l'outil restitue, ça reste un des éléments clés. Et puis après, pour les équipes de développement, c'est aussi une opportunité pour accélérer des preuves de concept, des tests. Voilà, c'est aussi énormément de gains de temps possibles pour libérer du temps à de la réelle valeur ajoutée. Il y a un commentaire dans le chat qui dit, mais en fait, est-ce qu'on ne se retrouve pas avec les mêmes enjeux que la transformation digitale? Ça rejoint un peu ce que tu disais, Jean-François, sur le temps de faire évoluer ses habitudes pour l'intégrer, quoi, en fait. Et c'est peut-être là qu'il y a une tendance un peu plus longue et que c'est peut-être pas la révolution où on change complètement, on bascule dans un monde complètement nouveau d'ici au 31 décembre, quoi, ou au 1er septembre. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François? Je sais pas quoi. J'ai beaucoup de. Je me projette pas beaucoup avec ces choses-là et j'ai du mal à percevoir comment les choses vont évoluer parce que j'ai pas la réponse en fait. J'ai pas de toute cette vision prospective, je l'ai pas et je sais que les choses vont très vite, vont très très vite et on en parlait avant, Mathieu, quand on a commencé, c'est-à-dire il y a toutes les choses qui ont été annoncées il y a 1 an, 2 ans qui se produiront pas. Ces métiers qui arrivent, qui devaient arriver, et toutes les choses qu'on ne voit pas arriver et qui vont nous arriver dessus, qui risquent d'être violentes. Donc, je ne joue jamais à la prévision parce que j'ai une faible vision prospective. Par contre, j'essaie de jouer avec le réel. Voilà. Donc, je ne saurais pas te dire ce qui va se passer après ou comment les choses vont évoluer, mais en tout cas, elles évoluent très vite. La question, c'est dans quel sens?
Alors, j'avais envie de vous faire agir sur la conférence I.O. de Google, parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces et on a eu l'impression là d'avoir basculé dans un nouveau monde, que ça y est, Google se faisait dépasser, mais que ça y est, recollait au peloton et même qu'ils ouvraient d'autres voies. On parlait ensemble de la façon dont le search évoluait. Et alors, moi, je suis journaliste, donc je regarde ce qui se passe dans les sites de médias et je vois que le New York Times, le Washington Post publient leurs chiffres de fréquentation en disant est-ce que les sites d'infos vont pas se faire écrabouiller par les nouveaux outils d'IA de Google, parce que le New York Times dit qu'ils ont déjà perdu 36% de trafic à cause de l'IA de Google. Donc là, on voit un impact concret sur des métiers. Encore une fois, je suis focalisé sur le métier des médias parce que c'est le secteur dans lequel je travaille, mais il y a beaucoup de sites. Est-ce qu'ils ne vont pas perdre de la visibilité? Je ne sais pas, des sites de e-commerce avec cette nouvelle façon de chercher l'information. Il y a des études qui sont sorties là ces derniers jours suite à ça. Et notamment, il y a une société américaine qui s'appelle Meredith, qui est le leader, je pense, américain ou mondial du content to commerce. Ils ont plein de sites d'information sur plein de choses autour du shopping et ils font des millions de visiteurs. Et ils sont passés en un an et demi, ils sont passés de 60% d'audience SEO à 35%. Donc, il y a beaucoup de secteurs qui sont concernés par ces évolutions. Et c'est ce que je disais au début. L'opportunité, c'est de dire, en fait, on a aujourd'hui différents canaux d'audience qu'il faut investir. Là, ça peut être les apps, ça peut être la newsletter, revenir à des choses un peu plus, on va dire, propriétaires. Et le fait de méditer ou de ne penser que par un canal d'audience était une stratégie dangereuse et est une stratégie suicidaire. Donc, c'est-à-dire que si vous avez 70% de votre audience qui est liée à un canal, tous les gens qui queen sur LinkedIn parce qu'ils avaient 100 000 followers et qui se retrouvent du jour au lendemain bannis, c'est la même chose. Donc, c'est ni plus ni moins que de marcher sur ces 3 jambes ou ces 4 jambes. Parce que j'allais dire, quand on vit avec une audience qui est liée à un fournisseur qui n'en est pas un, j'ai toujours dit ça, c'est pas possible, c'est pas tenable. Donc, ça vaut pour ceux qui sont en search pur ou aux médias qui subissent ces baisses, mais ça vaut pour tous les autres en e-commerce aussi. Il faut multiplier des sources équilibrées d'audience et c'est en ça que l'accompagnement des spécialistes, des agences doit permettre de couvrir tous ces sujets-là. Mais effectivement, c'est des sujets qui sont très glissants et très risqués parce que quand moi j'ai investi dans une boîte qui avait 50 000 visiteurs par jour et il faisait de l'affiliation, du commerce. Et avec 50 000 visiteurs par jour, il gagnait entre 30 et 40 000 euros par mois. Et il est passé de 50 000 visiteurs par jour à 1 000 visiteurs par jour, du jour au lendemain. Et en fait, là, Zig, voilà, j'ai plus que 1000. Mais j'avais que ces 50 000. C'est beaucoup 50 000 quand on est tout seul. Sauf que quand on est tout seul et qu'on en a 1000, c'est plus rien du tout. Donc, il a fallu changer de stratégie, changer de média, rajouter des choses, essayer de revenir dans Google, ce qui n'a pas été une mince affaire. Et ça vaut pour tout le monde. Donc, j'allais dire, on ne peut pas vivre avec une seule source d'audience. Et moi, je l'ai dit, et c'est mon credo, audience is life. C'est-à-dire que la santé des boîtes est fonction de leur audience, mais elle ne peut pas, si elle est fonction de leur audience, elle ne peut pas être basée sur un canal. C'est suicidaire. Je te voyais, Robin, acquiescer. Ouais, alors je ne suis pas un expert, hein. Là, vous avez 2 experts du SEO et du trafic et de l'acquisition. Mais oui, j'acquiesce ça. C'est sûr qu'on constate qu'aujourd'hui, le trafic n'est peut-être plus le KPI unique, le trafic sur son site. Donc voilà, est-ce que ça veut dire que la présence des marques est inexistante? Est-ce que c'était le seul KPI? Ça devient dilué dans d'autres présences, et notamment TikTok, hein. Aujourd'hui, TikTok est un moteur de recherche principal aussi. Donc voilà, la présence, mais ça a été dit dans les conférences précédentes, la présence des marques ou des médias, elle est atomisée et il faut savoir jouer sur l'ensemble de ces canaux, quoi. Est-ce que Lionel, demain, enfin encore une fois avec les annonces qui ont été faites, est-ce que le site tel qu'on le connaît aujourd'hui va complètement évoluer parce que au final, on va pas aller taper l'adresse d'un site, on va aller chercher une réponse et la réponse, elle va nous arriver directement sur le smartphone, par exemple, quoi.
Donc le site est moins un lieu de destination, quoi, en somme, mais plus un lieu de recherche pour le moteur de réponse, on pourrait dire. En fait, ce qui est toujours difficile dans ce genre de prédiction, c'est que il y a une variable qui est la variable la plus importante qui va être l'adoption du grand public et le délai d'adoption. Donc c'est pour ça que je pense que l'IA, on est pas non, enfin voilà, on a quand même un peu de temps devant nous. Voilà, j'ai mis mes parents devant ChatGPT, ils ont 80 ans. Bon, voilà, je pense que Google et Bing surtout, parce que c'est plutôt Bing pour eux qui aura encore de l'intérêt. Après, ce qui est, en tout cas, la keynote de Google a montré la volonté de Google plus que jamais de créer de la rétention sur son site, et c'est logique, puisque toutes les plateformes ont cette logique. Amazon veut retenir l'utilisateur, Facebook veut retenir l'utilisateur, TikTok veut retenir l'utilisateur. Donc, il y a cette logique de rétention, mais Google reste quand même le principal pourvoyeur d'audience vers les sites. Maintenant, je pense que les sites continueront d'exister parce que les entreprises, les marques voudront toujours avoir un espace dans lequel elles voudront communiquer et maîtriser leur branding. Par contre, effectivement, avec le développement des agents, on aura effectivement de moins en moins peut-être besoin d'aller sur certains sites pour réaliser certaines opérations, et que finalement, aujourd'hui, on parle d'expérience utilisateur et que demain, l'expérience robot, l'expérience agent sera beaucoup plus importante dans notre capacité à fournir des contenus, de la data aux agents pour qu'ils réalisent des opérations. Là, moi, j'ai fait le test récemment avec ChatGPT Opérateur et avec Manus pour la réservation de mes vacances de cet été en Toscane. J'aurais pu aller jusqu'à la réservation en ligne, mais effectivement, tout le processus a été réalisé par des agents qui ont cherché des sites, cherché la disponibilité d'hébergement selon mes critères, ma fourchette de prix, le nombre de personnes, la semaine. Et voilà. Et toute cette opération, elle a été faite par le robot qui, à la fin, m'a proposé une checklist de trois hébergements et en me préconisant même l'hébergement qui serait le plus adapté. Donc, je pense que le site ne va pas disparaître, mais peut-être que son intérêt va être beaucoup moins important. Et voilà, mais encore une fois, tout dépendra aussi des secteurs d'activité. C'est ça que je rejoins ce que disait Jean-François tout à l'heure. On est matraqué d'études, certaines sont contradictoires, et le problème des études, et c'est logique, c'est qu'elles sont souvent globales, généralistes. Alors, je pense qu'il y aura beaucoup de spécificités par secteur, selon les marques également. Je reviens sur une question du chat, dans le chat de Laetitia, on parlait tout à l'heure des formations pour les jeunes, formations proposées en communication et marketing qui ne font qu'augmenter. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que là, il y a une remise en question de l'existence de ces formations? Oui. Enfin, aujourd'hui, l'apprentissage, c'est une vraie remise en question. Donc, toute forme d'apprentissage est une vraie remise en question. Voilà, il y a encore des professeurs qui pensent qu'ils peuvent continuer à faire des devoirs maison à leurs élèves. Bon, on en est là, quoi. C'est fini. Enfin, c'est fini, mais c'est fini depuis Wikipédia, en fait. Donc, il va falloir s'y mettre. Donc, oui, il faut repenser l'apprentissage. Le savoir est accessible. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas continuer à apprendre. Parce qu'on a le savoir qui est accessible. Avant, il fallait ouvrir des bouquins, acheter des bouquins, et voilà. Maintenant, ça nous vient à nous, mais il faut quand même continuer à apprendre, à comprendre, à avoir du sens critique. En fait, c'est surtout ça. C'est dans l'apprentissage, aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? C'est le sens critique, c'est la créativité, c'est la sensibilité, c'est la capacité émotionnelle. Enfin, c'est que des capacités humaines qu'on avait un peu oubliées. On s'est un peu pris pour des machines aussi, c'est ça qui est marrant. Donc aujourd'hui, c'est quoi les capacités humaines qui sont essentielles pour faire la différence face à une machine qui est imbattable? Donc oui, moi j'engage toutes les écoles à s'interroger et à revoir fondamentalement leur apprentissage et leur façon, depuis peut-être même le collège ou le lycée, leur façon de faire cours. Voilà, à quoi ça sert de faire des cours magistraux, à écouter un bonhomme qui pendant 3 heures explique un cours de maths que personne ne comprend? À quoi ça sert?
alors qu'on peut le faire chez soi de façon beaucoup plus intelligente et qu'un cours en présentiel devrait être un cours interactif, un cours où on apprend, un cours où on s'aide. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à faire. Donc oui, je crois qu'il y a des écoles d'ailleurs là-dedans, revoyez tout, revoyez tout et faites que le présentiel soit humain et utilisez l'intelligence artificielle pour que cet apprentissage soit plus évident. Alors, on a une C'est question vrai que de… Oui, pardon, Lionel. Non, c'est vrai que les écoles ont l'habitude de former, de développer les compétences hard skills. Et avec l'IA, finalement, c'est l'IA qui va endosser cette compétence-là et que du coup, les écoles devraient se focaliser sur le développement des soft skills et justement, effectivement, cette créativité, ce sens critique, cette capacité de prise de hauteur. Finalement, dans la chaîne de valeur, c'est toujours la même chose. On décide de faire quelque chose, on fait quelque chose et puis on analyse le résultat. Le faire au milieu, c'est l'IA qui va le faire, mais par contre, il y a un énorme enjeu en amont et en aval et c'est sur ces compétences-là que l'on devrait développer la créativité et les appliquer. Voilà, les écoles de marketing devraient se focaliser sur la créativité marketing, la prise de hauteur, le relationnel, le sens critique, plutôt que d'apprendre à utiliser un outil de gestion, un outil comme Illustrator ou Photoshop. C'est vrai qu'il y a une question dans le chat que vous voyez sur l'avenir des emplois dans les métiers de com et marketing, voilà, avec des formations qui croisent beaucoup. Ça rejoint ce que tu disais, Lionel, sur les hard skills et soft skills, quoi. Il y a une question aussi sur l'impact environnemental. Exactement, voilà, de Jean-Philippe, parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans tous les échanges qu'on a eus. Est-ce qu'il faut faire attention à l'usage abusif? Alors, c'est vrai qu'on dit il faut tester pour savoir un petit peu vers quoi il faut aller et spécialiser un petit peu ces agents. Donc, c'est vrai qu'on a une impression de facilité. On est tous sur LinkedIn, on voit passer beaucoup de vidéos très, très simples. Il y avait les starter pack. Il y avait les vidéos les réalisations à la Ghibli. Tout le monde y allait. Et certains ont dit oui, mais vous ne vous rendez pas compte, ça consomme tant. Et d'autres disent, mais c'est un peu hypocrite parce que si vous regardez des vidéos sur votre téléphone, ça consomme encore plus. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a toutes ces questions de nos usages. Il y a une grande curiosité en ce moment. Et que ça a un impact effectivement parce que il y a des serveurs qui tournent et qui chauffent, quoi. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Est-ce que de toute façon, on n'arrête pas un train en marche ou En fait, sur la question de l'environnement, d'une façon globale, c'est peut-être fataliste ce que je vais dire, c'est que tout le monde a conscience des enjeux écologiques, mais tout le monde est avant tout, alors pas tout le monde, mais une grande majorité, reste paresseux et radin, et que ça reste plus fort que l'enjeu environnemental. Et je dirais que tant qu'on ne tapera pas dans le porte-monnaie, il y aura toujours un usage irraisonné des IA, en fait. Alors, il y aura toujours effectivement des minorités qui installent Ecosia et qui auront un usage raisonné de l'IA, mais aujourd'hui, malheureusement, après, c'est comme ça. Je pense que la grande majorité voit tellement les bénéfices au quotidien et les gains de temps que la conscience environnementale, elle passe un peu au travers. Jusqu'à ce que ce soit plus possible. Voilà. Oui. À un moment donné, ce sera plus possible. Parce que soit ça coûtera trop cher, soit on n'aura plus les ressources. Donc, aujourd'hui, effectivement, l'impact environnemental, il est considérable. Il faut en tenir compte. Mais comme l'impact du numérique a été considérable aussi sur l'environnement, la différence, c'est qu'avant, ce qui coûtait d'un point de vue environnemental, c'était la production du matériel, excuse-moi. Aujourd'hui, c'est moins ça que l'usage, c'est surtout l'usage de l'IA. Donc, il faut quand même donner quelques guides. Donc, il y en a des guides. Par exemple, ne pas se servir des LLM comme d'un moteur de recherche, ça peut quand même servir. Il y a des cas d'usage sur lesquels ça ne sert à rien d'utiliser les LLM parce qu'on aura des réponses faussées. Donc, ça, il faut aussi le savoir. Aujourd'hui, il y a certaines choses sur lesquelles la recherche sur Google est quand même bien plus efficace. Il
faut pas oublier que ce sont des IA qui génèrent du contenu, donc sur des éléments parfois factuels, ça peut être plus utile et plus rapide d'aller sur Google. Et puis, il y a quand même des bonnes pratiques de prompting, pour le coup, de façon assez sobre, donc qui visent à bien savoir prompter, limiter les itérations. Chaque itération, ça coûte énormément. Donc ça, on peut aussi apprendre à être plus efficace et à perdre moins de temps. Et puis, à un moment donné, il faut arrêter l'IA. Moi, je vois mes équipes, je leur dis, mais arrêtez de vouloir mettre un logo au sein de l'image en IA, sortez Photoshop, papier, ciseaux, bim, mettez-moi ce logo à cet endroit-là, quoi. Donc voilà, il y a quand même aussi quelques éléments qui peuvent permettre de faire n'importe quoi, d'arrêter de faire n'importe quoi. Bon voilà, après on est sans doute au pire quand même, on est sans doute au pire du moment de la consommation d'énergie, parce qu'aujourd'hui la stratégie, elle a été, c'est la stratégie américaine, hein, c'est drill baby drill. Donc les moteurs, les LLM ont été dans une vision très fastueuse de l'entraînement, donc ils ont entraîné sur des masses de données énormes. DeepSeek a un peu changé ce paradigme-là en étant sur des modèles plus fermés, mais on va avoir des modèles d'entraînement qui sont des modèles entraînés qui sont plus petits et tout aussi efficaces. Ça va arriver. Et puis, la suite aussi, c'est de pouvoir associer au serveur des modèles de production énergétique bas carbone. Bon, on verra lesquels, hein, mais on est à deux doigts. Hein, je crois que c'est ce que Macron veut faire en France. On est à deux doigts d'avoir des serveurs avec une microcentrale nucléaire à côté. Donc, voilà. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer aussi, ce serait peut-être ma dernière question, sauf s'il y en a dans le public, est-ce que là, on n'est pas dans une frénésie où chacun veut préempter des parts de marché, un peu ce qu'a réussi à faire Google, c'est-à-dire donner accès gratuitement à déjà pas mal de fonctionnalités sur les clouds, sur les ChatGPT, Mistral, etc. Je crois que même l'abonnement mensuel payant d'un OpenAI, d'un ChatGPT, ne couvre pas l'investissement dans les serveurs qu'ils ont. Et ça, on sait qu'à un moment donné, ce ne sera pas possible. Donc, il y a peut-être un moment qui va se réguler une fois que les positions de parts de marché vont se réguler. Après, Jean-François, tu nous montrais les statistiques. ChatGPT est déjà très largement premier de la liste dans les outils utilisés, quoi. C'est à moi de parler. Ouais, bah voilà, sur le fait que ça va se réguler, que là, il y a une découverte, donc on teste tout et qu'il va y avoir une certaine forme de régulation. Sur un marché, il y a toujours ces effets-là, mais ce sont les investisseurs qui payent, en fait. Ce sont les investisseurs qui payent pour les utilisateurs. Et effectivement, il y a déjà quelqu'un qui fait un trou, mais après, il y a aussi un autre phénomène, c'est que chacun trouve sa place sur son marché. Et que les modèles qui sont basés effectivement uniquement sur l'investissement, à un moment donné, soit ils sont vraiment exceptionnels et ça continue le temps comme Amazon, on s'est longtemps foutu de la gueule d'Amazon parce qu'ils perdaient de l'argent, ils vendaient des bouquins, et puis d'un coup on s'est réveillé, c'était devenu le roi du monde. Donc il y a peut-être un qui va sortir comme ça sera peut-être OpenAI, et puis les autres disparaîtront ou se mettront sur un segment de marché où ils seront rentables, et parce qu'ils n'auront plus les moyens de se faire financer par des retraités américains ou des Chinois. Donc chacun prend son marché. Effectivement, c'est ce que je disais dans le truc, c'est qu'il y a tous les jours des nouveaux modèles, tous les jours des nouveaux outils. Il y en a quelques-uns qui vont rester, d'autres qui vont disparaître, parce que tout le monde ne pourra pas financer indéfiniment ce truc-là. Chaque vague, en fait, a ses vagues d'investissement. Mais le marché, il est déjà un peu… alors, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas changé. Je vous dis, moi, je suis rarement prophète et j'ai peu de vision prospective, mais le marché, il est déjà fait un peu, là, quand même. J'allais dire, il y en a un qui a pris la main en termes de notoriété, et il y en a un qui a pris la main en termes d'usage sur ces outils-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, mais là, il y a déjà quelque chose qui est passé devant. Et une fois qu'ils seront tout seuls, ils pourront rançonner leurs utilisateurs comme le fait Google. Parce qu'à la fin, j'allais dire, aujourd'hui, ils perdent de l'argent, demain, ils rançonneront leurs clients. C'est le pendant, en fait. Oui. Bon, pour parler d'un autre secteur, c'est Netflix. Pourquoi Netflix augmente le prix de ses abonnements ? Parce que quand ils augmentent, les gens ne se désabonnent pas. Donc, ils ont réussi, comme on dit, la première dose est gratuite ou presque, et après, on est accro, quoi. Allez, toute dernière question peut-être de Sandy. Est-ce que pour reparler des enjeux environnementaux, on peut imaginer des mentions IA free, IA raisonnée, comme un peu sur des produits à marqué craft, c'est-à-dire fait à la main,
Est-ce que vous y croyez, ça, d'être des gens qui vont se positionner en disant « moi, c'est que des humains, c'est que généré par des humains ». Mais ça revient un peu à ce que je disais en conclusion de mon sujet, en fait. C'est de dire, est-ce que c'est ça qui va faire la différence? Alors oui, il y a toujours j'ai vu des sites minimalistes. L'autre jour, j'ai vu un gars, il était spécialiste de la conception de sites minimalistes. En fait, c'était une page blanche avec du texte noir. Je dis, oh putain, j'y avais pas pensé à ce truc-là. C'est vraiment le truc le plus basique, le plus… Il y a des gens qui sont là-dedans dans cette démarche. Alors, je ne dis pas qu'elle est pas bien, mais bon, elle est marginale. Aujourd'hui, la question qui va se poser, c'est de dire, est-ce que j'ai quelque chose? C'est l'histoire de mon bon contenu. C'est-à-dire le bon contenu, c'est celui qui fonctionne, en fait. C'est celui qui va être en avant, qui va générer l'audience. Peu importe la façon, enfin moi, mon point de vue, c'est peu importe la façon dont il va être généré, puisqu'il apportera à celui qui l'a généré le bénéfice qu'il en attend. Et après, celui qui le consommera, eh il ne saura pas que c'est IA ou IA free, mais en tout cas, le média qui va le replacer ne mettra pas en avant ça. Dans certains produits, on va mettre Made in France, on va mettre sans gluten, on va mettre sans PFAS ou je ne sais quoi, mais les gens, en fait, j'allais dire, ils ont besoin d'un produit, ils le consomment, et ce sujet-là, à mon avis, il est marginal. Et à nouveau, mais peut-être que je me trompe, on est, nous, dans tous les quatre, et puis tous les gens qui nous écoutent, dans un secteur un peu particulier, dans un monde un peu particulier où on a conscience de ça. Mais la plupart des gens s'en tamponnent, en fait. Moi, je suis d'accord sur notre secteur. Si on parle de la communication, du commerce, du marketing, etc., là-dessus, je suis d'accord. Par contre, là où je m'interroge beaucoup plus, c'est dans le domaine artistique et notamment au cinéma. Et je ne suis pas persuadé, franchement, qu'on ait le même bénéfice, enfin la même émotion, le même rendu, si c'est Timothée Chalamet en vrai ou un avatar de Timothée Chalamet. Donc, je pense que, voilà, là, on verra. Autant dans la peinture, ça dépend des œuvres, mais disons que quand l'artiste, l'humain, le comédien, notamment le comédien, c'est pas le cas pour la voix, hein. Pour la voix, c'est synthétisé, voilà. Mais en tous les cas, dans le jeu d'acteur, je ne suis pas certain qu'on privilégie pas à un moment donné des vrais films faits avec des vrais gens. Et qu'il n'y ait pas une catégorie pour ça, vraiment, parce que c'est quand même un exercice à part entière. Voilà. Après, dans le reste, je pense que l'IA peut être un outil dans d'autres formes de créativité, mais dans le jeu d'acteur, j'ai du mal à l'imaginer encore. Bien, écoutez, merci. On est arrivé au terme de cette matinée. Merci à tous les trois. Merci à ceux qui sont encore avec nous et qui ont regardé toute la matinée. On retrouvera chacun de nos intervenants avec des replays. Alors, pas toute la matinée d'un bloc, rassurez-vous. Vous aurez les interventions de chacun. Et puis, vous avez l'occasion de reprendre contact en direct avec Robin, Lionel ou Jean-François si vous souhaitez creuser les sujets qu'ils ont évoqués avec eux, peut-être demander des informations ou des démonstrations. Merci encore à tous les trois d'avoir été là avec nous pour ces entretiens d'ours. Et puis, on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Bon appétit. Bonne journée. Merci, au revoir.